Bienvenue à l'Observatoire des sciences de l'univers en région Centre. Nous sommes à Orléans. C'est une composante de l'université où on s'intéresse en fait à des travaux qui vont du cœur de la Terre jusqu'à l'atmosphère. On ciblera aujourd'hui autour de la géologie et on parlera surtout de ce qui se fait dans l'Institut des sciences de la Terre d'Orléans, laboratoire rattaché au CNRS, à l'université et au BRGM. Bien, vous êtes maintenant à l'intérieur des locaux de l'Observatoire des sciences de l'univers en région Centre. Alors vous remarquerez que c'est un bâtiment qui est à taille humaine, relativement petit, mais très intéressant. Pourquoi? Parce que chercheurs, enseignants et étudiants sont tous liés et ils se retrouvent sur cette espèce d'agora tous les midis. Et c'est ça qui fait le charme particulier de ce lieu. Ce bâtiment renferme une quantité importante de géologues, apprentis géologues et géologues confirmés. Nous allons voir maintenant à quoi sert justement un géologue. Nous avons devant nous un paysage alpin avec ses belles forêts, ses pâtures. Ici, il y a un petit village paisiblement installé et nous avons au-dessus des nuages qui témoignent du climat ici. L'ensemble paraît relativement bien équilibré. Nous avons un bon équilibre ici entre ce que j'appellerais le climat, l'homme et l'environnement. Derrière ce village paisible, nous avons quand même des environnements qui sont a priori beaucoup plus brutaux, je dirais. Nous avons ici des usines qui dégagent de la fumée qui va dans l'atmosphère, et ceci peut avoir un impact, nous le verrons, sur le climat. Et nous avons ici des tractopelles qui remodèlent la surface des continents. Voilà, nous avons un système ici, homme, climat, environnement, qui est relativement déséquilibré. Et je vais prendre deux exemples. Premièrement, l'homme, comment agit-il sur le climat, et l'homme, comment agit-il sur l'environnement. Le premier exemple, on le connaît tous. On a besoin, pour recouvrir nos besoins énergétiques, ici, on a besoin de pétrole, charbon et gaz, on le sait tous. Et cette utilisation libère du CO2, qui est un gaz à effet de serre, dans l'atmosphère, d'accord ? Et la température globale a tendance à augmenter. Vous avez ici une courbe de température depuis 1900 jusqu'à 2100, des projections. A priori, la température risquerait de monter de 4 degrés. Alors 4 degrés, vous me direz, période d'hiver, c'est relativement intéressant. Chez nous, attention, cette augmentation de température s'est traduite par un déplacement des zones, je dirais, forestières, ici. On imagine que la forêt que nous aurions ici en 2100, dans nos régions, serait plutôt une forêt de type aquitain, avec des pins maritimes, de la bruyère, etc. Donc changement d'environnement, vous me direz, ça peut être agréable. Attention, aussi encore, ça se traduirait tout simplement par des pics de canicule beaucoup plus importants. Ces deux cartes sont extrêmement intéressantes. Elles montrent le nombre de jours où la température est supérieure à 30 degrés. Nombre de jours par an. Aujourd'hui, dans cette zone que nous avons ici, la Beauce, nous avons des températures qui augmentent. Nous avons des journées de canicule qui sont de l'ordre de 5 à 10 jours par an. Alors qu'à l'horizon 2100, on aurait non plus 5 à 10 jours, mais 50 à 60 jours de canicule, c'est-à-dire température supérieure à 30 degrés par an. On imagine bien que l'environnement devient complètement différent, nouvelle culture et problème d'eau. Ça, c'est pour l'interaction homme qui agit sur le climat. Maintenant, voyons les interactions avec l'homme qui agit sur l'environnement. On en parle beaucoup moins, et pourtant c'est, à mon sens, tout aussi important. Vous avez ici une carte de l'île de Bornéo, d'accord ? Le vert, c'est l'ensemble de la forêt équatoriale. Et on voit les évolutions depuis 1950 jusqu'à 2010. On voit que le vert diminue. On voit surtout, en fait, que la forêt diminue. Et qui dit diminution de la forêt, dit augmentation forcément de l'érosion, le ruissellement ici, les pluies qui vont déplacer la terre. Ces pluies qui déplacent la terre, en fait, elles font quoi ? Elles érodent tout simplement le sol. Et le sol, c'est notre zone de vie, c'est là que l'on fait des cultures, c'est là que vous avez de l'eau aussi. Et les quantités de sol qui partent ici sont relativement importantes. On parle de chiffres de plusieurs dizaines de tonnes par hectare et par an. Ça, c'est relativement important. Et donc, je dirais tout simplement qu'à côté de cette érosion, cette perte de sol, on imagine bien que le matériel qui est perdu, on va le retrouver plus loin. Et malheureusement, on le retrouve où ? Potentiellement dans les villes. Ici, vous avez une vaste coulée boueuse qui a été dramatique en Chine l'an dernier, ici, en 2015. Ici, Donc, on imagine quand même que ce problème d'érosion, dont on ne parle jamais, en fait, est extrêmement important. On appauvrit les sols et on crée des zones d'inondation. Donc, ces deux exemples d'interaction, en fait, témoignent de deux problèmes majeurs à l'heure actuelle, l'érosion des surfaces continentales et l'évolution du climat et de ses causes. Et c'est là que nous intervenons. Nous allons essayer de répondre à ces questions d'un point de vue géologique. C'est-à-dire qu'on va regarder vers le passé. Ici, vous avez un petit village néolithique. Ici, on va regarder vers le passé et on va essayer de répondre à deux questions majeures qui sont imbriquées de toute façon.
Quel est l'impact du climat sur l'environnement? Et surtout, depuis quand l'homme agit-il sur l'environnement? C'est notre travail de géologue. Donc un géologue n'est pas qu'un casseur de cailloux, avec un marteau et puis un gros sac, d'accord. Il s'intéresse à la reconstitution de l'histoire de la Terre, mais il ne faut pas oublier que la vie est liée à la Terre. Et donc un géologue s'intéresse aussi à l'histoire de la vie. Maintenant, rentrons concrètement dans le vif du sujet. Comment travaillons-nous? Devant le paysage que nous avons devant nous, nous observons en fait une végétation, d'accord? On observe des vaches, on observe beaucoup de choses, on observe des nuages. Ce paysage en fait est le résultat des actions conjointes entre le climat et l'activité humaine. Et cette activité humaine, on peut observer qu'elle se traduit de plusieurs façons. Elle se traduit tout simplement parce que vous avez des pâtures, des prairies, etc. Et vous avez aussi des zones qui sont reforestées, c'est-à-dire qu'on a plusieurs types d'activités humaines sur un secteur donné. Et notre travail va être de répondre aux questions fondamentales suivantes. Premièrement, comment le climat évolue-t-il? Y a-t-il un lien entre l'évolution du climat et l'implantation de l'homme sur un secteur? Et in fine, comment l'homme agit sur l'environnement? Alors nous allons présenter le résultat obtenu sur 3 sites différents, les lacs du Bourget, de Paladru et d'A. Ces 3 sites en fait ont enregistré 3 histoires différentes, mais ces 3 histoires différentes ne sont en fait que des éléments de réponse aux questions fondamentales que l'on avait en amont. Comment agit l'homme sur l'environnement? Depuis quand agit-il sur cet environnement? Et y a-t-il une relation entre son arrivée, son départ et l'évolution du climat? Pour comprendre ces interactions entre climat et activité humaine, on peut s'appuyer pour les périodes les plus récentes sur, par exemple, des enregistrements météorologiques ou climatiques. Et on peut aussi s'appuyer sur des photographies aériennes. Ici, vous avez le cas du lac d'Eda avec le puits de la Rhôde, un petit volcan ici. Et on voit une photographie aérienne de 1946 et une photographie aérienne de 2008. Entre les 2 photographies, clairement, les champs qui étaient disposés ici en bas du puits de la Rhôde ont laissé de la place à une forêt de pins qui a été installée par l'homme. On peut aussi, de la même manière, s'intéresser au bassin versant du lac du Bourget. Ici, la comparaison du parcellaire entre 1936 et 2012, où on voit clairement ici une bande avec les champs qui sont cultivés. On voit une déprise agricole, c'est-à-dire que des surfaces autrefois cultivées sont désormais reprises par la forêt. Pour les périodes plus reculées, pour lesquelles on ne dispose pas d'archives écrites, d'archives historiques, il va falloir aller chercher d'autres archives, par exemple les sédiments qui sont accumulés au fond d'un lac et que l'on va pouvoir récupérer avec des carottes sédimentaires. Donc ici, cette maquette permet de présenter le processus d'érosion, de transport et de sédimentation. Notre roche-mère de départ, par exemple notre chaîne de montagne, va être érodée sur des très très longues périodes de temps par des processus chimiques et physiques. Les processus chimiques et physiques que nous connaissons, ce sont les processus météorologiques. Donc parmi ces processus, la pluie, le vent, et un autre processus physique plus important sur des très très longues périodes de temps, la tectonique. Qu'est-ce qui va se passer? Par exemple, on va simuler une pluie d'orage. Lorsqu'on va avoir une pluie d'orage, on va user finalement cette roche, éroder cette roche, et on va commencer à former des roches de plus en plus fines. C'est ce qui se passe ici avec ce sable rouge. Une partie de ce sable va être délocalisée, mobilisée par processus toujours physiques et chimiques. Une partie des sédiments nouvellement érodés va être mobilisée toujours sous le fait de ces processus physiques et chimiques, donc notamment toujours notre pluie d'orage. Ces sédiments vont être, une partie va être transportée jusqu'à nos cours d'eau, un torrent, une rivière, une autre partie va se déposer sur les bords de nos torrents, de nos rivières. On continue le processus de transport et on va aller jusqu'à une plaine alluviale. Toujours de la même façon, une partie du sédiment va être transportée par exemple dans les fleuves. Une autre partie peut être mobilisée sur les bords du fleuve ou lors d'inondations. Une partie des sédiments qui se sont déposés dans ces zones planes va servir de support pour l'installation de sols. Sur ces sols vont s'installer des milieux forestiers, des milieux plus de prairies, et une partie de ces prairies ont été réutilisées ensuite par l'homme pour l'agriculture. Ce sédiment, dans ces sols, va être colonisé par tout un tas d'organismes, des petits et des plus gros, et vont produire de la matière organique. Donc ce sédiment, maintenant constitué de matière organique et de matière minérale, peut être également
érodé, donc toujours sous l'effet des processus chimiques et physiques, et une partie du sédiment va être de nouveau transportée jusqu'à des bassins de rétention, des grands bassins de rétention. Ces grands bassins de rétention vont être des lacs en milieu continental, et puis après, à plus grande échelle, nos milieux océaniques. Le sédiment, composé de nos matières organiques et minérales, va arriver au fond de notre lac et va se déposer au fond du lac. Donc la dernière couche, celle qu'on vient de faire pleuvoir, elle est déposée tout au-dessus. L'ensemble du lac va se remplir progressivement de ce même sédiment, avec, lorsqu'on va vers les couches les plus basses, l'histoire la plus ancienne du bassin versant. C'est ce sédiment, cette archive, qu'on va ensuite récupérer, soit sous forme de carottage, soit beaucoup plus tard, sous forme d'affleurement. L'affleurement, c'est un pan de roche qui est ensuite visible, qui, une fois exondé, sous le fait toujours de nos processus géologiques, va être visible et sur lequel on peut travailler directement. Donc, par exemple, c'est lorsqu'on voit la succession de ces couches dans des montagnes ou sur les bords des autoroutes. Donc avant d'aller sur le terrain, on va revenir un petit peu sur le système de carottage. Ici, vous avez le carottier qui va nous servir à prélever le sédiment qui est au fond des lacs. Ce carottier, il est en deux parties. Une partie basale dans laquelle on va enfiler le tube, une valve ici qui va nous permettre de faire une ventouse, et puis ici vous avez un système de marteau et puis d'enclume, un marteau qu'on appelle un mouton et qui va en fait coulisser le long d'un axe, et c'est ce système de marteau et d'enclume qui va nous permettre d'enfoncer l'ensemble au fond du sédiment. Si je couche le carottier comme ceci, on va pouvoir mettre le tube de carottage en place. Vous voyez que c'est un tube plastique qui est transparent. La boue, c'est un matériel qui est assez tendre. Donc finalement, ça va rentrer de façon assez simple dans le tube en plastique. Ce tube en plastique, je viens de le mettre en place dans le carottier. Je vais ensuite serrer la bague de serrage. Et je suis maintenant prête à mettre tout le système dans l'eau et donc à aller prélever le sédiment qu'il y a au fond des lacs. Donc on est revenu du terrain, on va maintenant s'occuper des carottes. On va les découper en fait en deux parties. On va donc couper le tube avec un super instrument que vous connaissez tous, qui fait un petit peu de bruit. Voilà, maintenant qu'on a entendu ça, c'est bon. On va donc ouvrir le tube et on va récupérer deux demi-moitiés de carottes. Ici, vous n'en avez qu'une, il y en a une qu'on va garder en archive, au cas où on fasse d'autres analyses que celles qu'on a prévues, et donc on va les conserver au frigo. La seconde moitié, c'est celle-ci, vous voyez, on est allé la chercher en chambre froide également, on l'a emballée dans du film plastique, et puis maintenant on va chercher à la décrire pour comprendre un petit peu quelle est l'histoire qui s'est enregistrée dans ce sédiment. On va donc enlever le morceau de plastique qu'il y a dessus, et vous voyez apparaître progressivement les différentes couches qui vont constituer ce sédiment et qui vont nous permettre de raconter une histoire. Maintenant qu'on a notre demi-carotte, on va bien sûr aller regarder quelles sont les couches qui vont constituer ce sédiment. Mais avant ça, on doit nettoyer notre sédiment, c'est-à-dire qu'on va enlever une toute petite pellicule pour enlever toutes les impuretés qu'on aurait pu mettre quand on a ouvert cette demi-carotte. On va utiliser un petit instrument comme celui-ci, je vais l'immerger dans l'eau et puis je vais venir gratter le dessus du sédiment. Donc ici, j'ai mis mon doigt comme point de repère, vous voyez très bien la différence entre la partie que j'ai déjà nettoyée, on voit bien les petites couches qui viennent s'implémenter les unes au-dessus des autres. Et puis avant, ici, là, dans cette partie-là, je n'ai pas encore nettoyé et vous voyez que c'est beaucoup moins clair. L'avantage donc de nettoyer la carotte, c'est de venir révéler ces couches les unes par rapport aux autres pour qu'on puisse lire le message qui s'enregistre dans le sédiment de façon beaucoup plus claire et aussi qu'on puisse cibler l'échantillonnage qu'on va vouloir faire sur ces carottes pour aller chercher des petits marqueurs tels que des molécules. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on voyage un tout petit peu. Maintenant, on n'a pas une seule carotte, mais vous le voyez, on en a trois. On va se balader un petit peu dans le Massif central, c'est la carotte sombre, et puis un petit peu dans les Alpes, c'est les carottes claires. Pour vous expliquer, ici, ça a été prélevé au lac du Bourget, c'est le plus grand lac de France. Ça a été prélevé dans le lac d'Eda, en plein milieu du Massif central. Et puis ici, au lac de Paladru, on est à peu près à 30 km du lac du Bourget dans les Alpes. Comme vous le voyez, ces carottes, elles n'ont pas la même couleur. Il y en a une qui est noire et les deux autres sont beige-marron.
Qui dit couleur différente dit sûrement composition différente. Donc on arrive bien à distinguer ce qui se passe dans les Alpes de ce qui va se passer dans le Massif central. On a daté ces carottes. Bien sûr, l'intérêt, c'est de vous raconter une histoire, et une histoire, ça n'a pas de sens si on ne le met pas en fonction du temps. Pour le faire simple, ici, c'est aujourd'hui. C'est-à-dire que là où il y a mon doigt, c'est l'interface entre le sédiment et puis l'eau qu'il y a dans le lac. Et puis quand je me balade vers vous, là-bas, loin dans le fond de la carotte, eh bien en fait, je vais remonter l'histoire, je vais remonter progressivement dans le passé. On va zoomer sur les 1500 dernières années. 1500 ans, c'est ici, et puis là, eh bien c'est aujourd'hui. D'accord ? On travaille sur le lac de Paladru, donc ça veut dire qu'on va raconter une histoire sur 1500 ans, mais une histoire qui est très locale. C'est local au lac de Paladru. Qu'est-ce qu'on voit ? On a cette carotte devant nous et on voit tout de suite qu'il y a des couleurs un petit peu différentes. Ici, par exemple, c'est blanc, ici un peu plus vert, ici c'est noir, ici c'est reblanc, ici un petit peu plus gris et puis ici c'est un petit peu plus marron foncé. On l'a vu tout à l'heure, des couleurs différentes, souvent ça traduit des compositions différentes. Ici, ce n'est pas des compositions des roches différentes puisqu'on a exactement le même lac. Par contre, peut-être que si on regarde un petit peu plus dans le détail, on va trouver des indices sur pourquoi est-ce que j'ai des couleurs différentes, comment est-ce que se traduit cette composition. Ici, par exemple, si on zoomait avec un œil un petit peu magique, on verrait qu'on a un certain nombre d'éléments qui traduisent cette révolution industrielle dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ici, on a donc le dernier siècle qui s'enregistre avec pas mal de contaminants et de polluants qui sont fabriqués par les hommes et qui viennent se piéger dans l'archive. Ici, vous le voyez, il y a une couche un petit peu bizarre. Elle est très fine, elle est très blanche, elle fait la démarcation entre ces deux unités-là. Ici, on est en 1856. Si on regarde un petit peu ce qu'il y a dedans, il y a une composition un petit peu particulière. On s'est donc dit qu'il s'était passé quelque chose de climatique, quelque chose d'anthropique, comme ici, ou alors quelque chose de géologique. Eh bien, figurez-vous que si on regarde les archives de la mairie, si on regarde ce qui s'est passé en 1856 de façon très précise, il y a eu un séisme autour du lac de Paladru. Et ce séisme s'est documenté dans les archives. Il a rendu les eaux toutes blanches, toutes laiteuses. Et du coup, ça a fait un dépôt un petit peu particulier. Eh bien, ce dépôt particulier, c'est la petite ligne blanche que vous avez là d'enregistrer dans le sédiment. Puis si je me décale encore vers le passé, vous vous souvenez de cette bande noire, on l'a vu tout à l'heure. C'est une bande noire. C'est pas la même chose qu'ici, c'est encore pas la même chose qu'ici. Là, c'est pareil. Si je prends un microscope, si je prends les petites molécules qu'il y a là-dedans, j'ai une composition un petit peu différente. Pour tout vous dire, c'est pas vraiment du sédiment que j'ai là-dedans, c'est que du sol. Et en fait, ce dépôt-là, c'est tout simplement un dépôt de crue. Il a plu beaucoup, ça a emmené beaucoup de sol, et ça a créé une couche un petit peu bizarre. C'est cette couche noire qu'on voit et qui s'est enregistrée dans le sédiment. Bien sûr, cette histoire-là, sur une activité un petit peu tectonique, une activité anthropique ou une activité climatique, eh bien, je vais pouvoir avoir des indices différents et je vais pouvoir reconstituer qui de ces trois événements, de ces trois facteurs qui expliquent mon sédiment, me raconte toute l'histoire du lac, et ce, jusqu'à 3000 ans. Donc on a vu tout à l'heure qu'il y avait plein de couleurs différentes dans cette carotte, et je vous ai raconté une belle histoire. La question que vous posez peut-être, c'est « mais comment est-ce qu'elle sait tout ça ?» Bien, pour savoir ce qu'il y a dans le sédiment, je vais être obligée de la découper, cette carotte. Je vais choisir un endroit particulier, genre quand il y a une couleur différente, qui me suggère une composition différente. Puis je vais aller chercher une tranche de carotte. Je vais la couper, je vais la mettre dans l'alu, et puis une fois que je l'aurai prélevée, je pourrai lui faire subir tout un tas d'analyses pour aller regarder quelles sont les particules qui vont constituer ce sédiment, quelles sont les molécules qui vont constituer ce sédiment. Je vous propose qu'on étudie cette couche blanche, on va plus particulièrement regarder le premier centimètre. Je vais donc mettre une première guillotine à peu près par là, et puis une deuxième guillotine juste à côté. Vous voyez, on est à peu près en train de prélever une couche qui fait 1 cm d'épaisseur. Cette couche, je vais essayer de l'extraire comme il faut. Voilà. Je vais la mettre dans du papier d'alu. Hop. J'enlève ma première guillotine, puis avec ma spatule, je vais aller déposer la couche dans le papier d'alu. Et voilà, on a récupéré une page du livre, une couche parfaite. Donc au long de notre carotte, on a finalement fait plusieurs échantillons, on a donc plusieurs papillotes comme celle-ci. Ces papillotes, vous vous souvenez, l'échantillon qu'il y a dedans, il est humide et il est encore mou, mais pour les besoins de l'analyse, on va le faire sécher.
On va donc le mettre dans une étuve à peu près une trentaine de degrés pendant 2 voire 3 jours pour obtenir cette couche complètement sèche qu'on va pouvoir broyer. Vous avez ici un mortier et puis un pilon, c'est en agate. On va pouvoir broyer notre échantillon pour obtenir cette petite poudre qui va finalement partir en analyse juste après avec mes collègues. On va parler de la pesée. Donc voici l'échantillon qu'on vient de récupérer de la carotte qui a été séché et broyé. Et on va vouloir en extraire les lipides. Donc pour ça, je vais d'abord peser l'échantillon. Je note le poids de mon échantillon. Et ensuite, je vais introduire cet échantillon dans une cellule qui va me permettre de faire l'extraction de mes molécules, de mes biomarqueurs moléculaires. Voici l'échantillon de sédiment qui a été séché, broyé, pesé, et on va vouloir en extraire les lipides à partir de cet extracteur, qui est un petit peu comme une cafetière, qui utilise des solvants organiques que l'on a ici. Et en fait, dans cette cellule vont passer des solvants organiques qui vont permettre d'extraire les molécules. Donc je vais le placer sur le carrousel. Je vais passer ici un flacon qui va nous permettre de collecter le jus de sédiment. Et puis on va pouvoir le mettre en route. Et voilà, c'est une extraction qui va durer à peu près 20 minutes. Et au final, on obtiendra le jus de sédiment dans ce flacon. Donc après 20 minutes, on récupère de notre échantillon un jus de sédiment qui va contenir quelques milliers de molécules. Et l'objectif suivant, ça va être de séparer ces molécules par classe ou par famille, les alcanes, les alcènes, les composés aromatiques, cétones, alcools, etc. Une fois qu'on a récupéré notre jus qui a été extrait, on va procéder à la séparation des lipides. Donc la première étape, c'est qu'on va faire une chromatographie. On va déposer notre jus sur une colonne de silice qui va servir comme un papier chromatographique sur lequel la chromatographie va se faire. On va récupérer notre jus, on fait la dépose. Hop. Et on va aller poser notre colonne dans le portoir. La séparation va se faire par chromatographie. La chromatographie, comment ça se passe? Les différents solvants de différentes polarités qui se trouvent ici vont être récupérés et vont être injectés dans la colonne. Les solvants qu'on fait passer sont du moins polaire au plus polaire et vont récupérer donc dans la première colonne, dans le premier flacon, les molécules les moins polaires et ainsi de suite. On va passer ensuite au second flacon, on va récupérer le solvant un peu plus polaire et on va faire couler, on va récupérer les molécules un petit peu plus polaires. Et comme ça, on va procéder à la séparation de nos molécules. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle permet de traiter un grand nombre d'échantillons de la même manière. Elle est donc répétable. Donc notre extrait de sédiment, qui est ici séché, on peut aussi envisager de le séparer quand on a très peu d'échantillons, sans automate, sans robot, mais en manuel. Donc j'ai préparé ici une colonne de silice sur laquelle je vais séparer mon extrait en différentes fractions chimiques en fonction de la polarité des molécules et donc des solvants que je vais utiliser. Donc pour ça, comme en automatique, je vais effectuer une dépose. Donc je récupère mon échantillon dans le premier solvant, qui est ici de l'heptane. Donc on voit que l'extrait est bien coloré. Et je vais effectuer la dépose sur ma colonne. Voilà, et on voit que les molécules se concentrent ici en tête de colonne. Et je vais ensuite passer des solvants de polarité croissante pour les décrocher, les faire couler, ce qu'on appelle éluer les molécules pendant la phase de chromatographie. Donc on voit, ici vous avez l'extrait jaune qui était très concentré, on voit qu'il y a des molécules qui commencent à migrer dans la colonne, qui commencent à éluer et qui vont être récupérées dans ce flacon. Donc ça, ce sont sans doute des molécules qu'on appelle aromatiques, des molécules qui ont un cycle benzène. Donc on voit l'anneau là, qui correspond à une famille de molécules qui est en train de descendre, en train d'éluer et qu'on va collecter dans un autre flacon. On est ici dans la salle des spectromètres de masse couplés à des chromatographes en phase gazeuse. Donc vous avez ici un chromatographe en phase gazeuse et un spectromètre de masse. Ce sont des appareils qui fonctionnent sous vide, d'où le bruit qu'on entend, c'est la pompe sous vide
qui fonctionnent derrière. L'objectif de ces appareils va être d'identifier et de quantifier les molécules que l'on a extraites et purifiées de nos échantillons. Donc vous avez ici une fraction de l'un des extraits des échantillons qu'on va vouloir analyser. Donc cet appareil qui est automatisé, qui va nous permettre de traiter des grandes quantités d'échantillons, va prélever à l'aide d'une seringue dans le flacon 1 microlitre d'échantillon et on va venir ensuite injecter cet échantillon dans le chromatographe en phase gazeuse grâce à ce passeur automatique. Ensuite, l'échantillon va parcourir cette colonne capillaire que l'on voit ici, qui est enroulée, qui fait 60 mètres de long. Et le parcours de ces molécules va être plus ou moins rapide en fonction des propriétés des molécules, leur poids et leur polarité. Donc c'est un appareil qui fonctionne sous hélium. Les molécules vont être poussées par l'hélium, c'est pour ça qu'on appelle ça un chromatographe en phase gazeuse. Et les molécules qui sont accrochées à la paroi de la colonne vont être volatilisées au fur et à mesure de l'analyse quand le four va monter en température. Donc séquentiellement, on va pouvoir décrocher les molécules et leur faire parcourir ce trajet de 60 mètres jusqu'à ce que les molécules entrent dans le spectromètre de masse. Alors dans le spectromètre de masse, si tout va bien, les molécules arrivent une par une et vont être cassées, fragmentées et ionisées. Ce que va lire le spectromètre de masse, c'est la quantité de fragments qui va être produite à chaque fois qu'une molécule arrive et la nature de ces fragments, la masse de ces fragments. Alors l'analyse par chromatographe en phase gazeuse et spectromètre de masse de notre échantillon nous permet d'obtenir ce résultat. Vous avez ici un chromatogramme qui va refléter la diversité et l'abondance des molécules dans notre échantillon. Les molécules les plus légères et les moins polaires vont arriver en premier dans notre échantillon et puis les molécules les plus lourdes ou les plus polaires vont arriver en dernier. Chaque pic correspond à une molécule et l'épaisseur des pics ou la largeur des pics correspond à l'abondance de cette molécule. Donc on va s'intéresser en particulier à ces molécules ici, représentées par ces pics. On va zoomer sur cette zone et on voit ici différents pics. Alors la première chose que l'on fait, c'est que l'on va mesurer la surface du pic qui est liée à la quantité de molécules que l'on a dans l'échantillon. Donc vous voyez ici la surface de ce pic. On va comparer cette surface à la surface du pic d'une molécule que l'on connaît, dont on connaît les quantités et que l'on a ajoutées à l'échantillon. Et puis ensuite, on comparera à la quantité d'échantillons que l'on a pesé et que l'on a extrait tout à l'heure. Une fois que l'on détermine la quantité d'échantillons à partir de la surface de ce pic, on va pouvoir déterminer l'identité de cette molécule en regardant le spectre de masse. Donc je prends ici le spectre de masse qui apparaît dans cette fenêtre. Et ce spectre de masse, c'est véritablement la fiche d'identité de la molécule. Donc on peut relier cette empreinte à la structure de la molécule qui nous intéresse. On a vu tout à l'heure que des changements de couleur dans le sédiment traduisaient des niveaux de crue et que ces niveaux de crue donnaient une information climatique. Pour obtenir une information sur l'évolution des activités humaines, on a dû avoir recours à une information moléculaire, donc on est allé extraire, séparer et identifier ces molécules dans les sédiments. On a obtenu deux types d'informations. Dans les lacs de Paladru et du Bourget, on voit apparaître une molécule singulière durant l'âge du bronze, au début de l'âge du bronze, qui traduit l'arrivée d'une nouvelle culture, le millet, par les populations de l'âge du bronze. On a aussi pu noter, avec un autre marqueur moléculaire, que cette nouvelle culture s'était traduite par davantage d'érosion des sols. Dans les sédiments du lac d'Eda, une autre molécule a été identifiée qui est caractéristique de la culture du chanvre et du rouissage du chanvre dans les eaux du lac. Donc au total, on a bien à travers l'analyse des carottes, l'analyse visuelle, l'analyse des particules et l'analyse moléculaire, une information sur l'évolution croisée des sociétés et du climat. Et cette information nous permet d'aller très loin dans le temps, jusqu'à plusieurs millénaires. Mes collègues et moi-même, nous avons montré quand même qu'on pouvait reconstituer l'histoire de la France depuis 10 000 ans. C'est le travail en fait d'un géologue, raconter l'histoire de la Terre. Je prends un exemple très simple. Pour moi, un objet, une molécule n'est pas une fin en soi, il donne une information. Cet ammonite me dit qu'il y avait la mer et qu'on était il y a 200 millions d'années. Voilà, c'est ça un géologue. Il raconte une histoire, il est toujours dans le triptyque passé, présent, futur. On se pose des questions sur le futur et une bonne partie des réponses sont présentes dans le passé. Vous venez de voir en fait
qu'une part des activités scientifiques menées à l'Observatoire des sciences de l'univers en région Centre. Les gens travaillent à la fois sur le cœur de la Terre, travaillent sur la surface de la Terre, comme on l'a fait nous, et on monte jusqu'aux galaxies, jusqu'aux pulsars. Des activités, je dirais, scientifiques différentes, mais des points communs pour tout le monde. La première des choses, c'est qu'on travaille en équipe. Et la deuxième des choses, c'est qu'on se fait plaisir. Et la troisième des choses, en fait, c'est qu'on a toujours des questions à se poser. On n'est jamais arrivé. Et c'est ça qui est intéressant dans notre travail. Si j'ai un conseil à vous donner, vous, jeunes lycéens, hein, c'est de vous poser la question de savoir si vous êtes curieux, si vous osez, d'accord, et si vous échangez. Si vous êtes curieux, osez et échangez, là vous pouvez être un bon chercheur.